Nous allons échanger sur un nouveau livre dont le titre est Bonjour vieillesse avec son co-auteur Clément Saint-Olive. Le livre va parler de récits joyeux, j'allais dire une nouvelle façon de voir la vieillesse, mais aussi un changement de paradigme que vous allez découvrir dans cette vidéo, cette émission. Bonjour Clément. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter pour savoir d'où on parle et ensuite on va parler du livre. Moi je suis Clément Saint-Olive, je suis un des co-auteurs de ce livre et puis je travaille depuis 10 ans au sein d'une entreprise sociale que j'ai créée avec les deux autres auteurs, Thibaut et Guillaume. Depuis 10 ans, on est voilà, une entreprise sociale qui s'appelle À l'Envie et on est à la fois un acteur du domicile, un acteur des colocations pour personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer et on a aussi un organisme de formation qui s'appelle Compagnie. Voilà, donc on écrit ce livre en tant qu'un acteur social du prendre soin. Et donc, c'est le regard, voilà, c'est ce regard dont on parle dans le livre. On n'est ni personne âgée, ni aidant. Par contre, voilà, impliqué dans ce secteur et on avait envie de témoigner de ce qu'on voit, notamment de positif et ce que ça invite à imaginer pour la suite. Il y a déjà beaucoup de livres sur le thème du vieillissement, de la vieillesse. Pourquoi avoir écrit cet nouvel ouvrage? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de prises de parole. On avait envie d'écrire un livre déjà parce qu'en fait, le fait d'écrire un livre à trois avec mes camarades, c'est quelque chose qui nous plaît bien. Ça nous permet de nous poser, réfléchir à ce qu'on souhaite faire en tant qu'acteur dans le secteur, finalement à notre rôle et ce qu'on peut apporter et notre regard. Et en fait, on avait aussi beaucoup envie finalement, de répondre un peu au livre de Victor Castanet, si je le présente comme ça. Finalement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ce qui ne va pas dans le grand âge, et notamment ce qui ne va pas dans les EHPAD. Et nous, on avait envie de pouvoir voilà aussi raconter les choses qui marchent bien et depuis notre regard. En fait, un arbre, on aime bien dire qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit que 1000 arbres qui poussent. On avait envie de raconter les arbres qui poussent sans, voilà, sans occulter les difficultés, ce grand âge. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées et difficiles, mais voilà. Donc ça, on n'a pas beaucoup lu de livres positifs et on a plutôt voilà beaucoup parlé de ce qui fonctionne pas, de la crise démographique, du choc démographique à venir, du fonctionnement des EHPAD qui marche pas, assez peu d'histoires joyeuses. Voilà, c'est ça qui nous a pas mal donné envie de prendre la plume ou la parole là, dans le cadre de notre entretien. Alors justement, des histoires joyeuses en fait. Vous avez résumé des récits. Pourquoi partir de récits? Est-ce que c'est des récits vrais déjà? Une question un peu provoque. Et ensuite, donner des exemples de quelques récits qui vous ont vraiment touché. Oui, alors en fait, les récits sont assez importants pour nous parce que voilà, ça a vraiment une importance pour pouvoir se projeter, pour pouvoir ressentir les émotions, pour pouvoir mettre du réel, du vécu. Donc, c'est bien évidemment que des histoires vécues. On a transformé les prénoms, parfois on a transformé un peu les circonstances, mais c'est toutes des histoires, on va dire, vécues, légèrement modifiées pour le récit. Soit qu'on a vécu nous-mêmes, soit qu'on nous a rapporté finalement. Au contact de nombreux acteurs. Je peux donner un ou deux exemples. Euh, Assez vite dans le récit, on raconte l'histoire de Jacqueline, son prénom a été transformé, qui est une colocataire dans un habitat partagé pour des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Et Jacqueline, elle était kiné, très active, très dynamique. Elle n'avait pas très envie de rentrer dans cette colocation, notamment parce qu'elle voyait que les autres colocataires étaient plus avancés qu'elle dans la maladie au moment des visites avant l'entrée. Et donc, elle avait du mal à faire ce choix. La maison lui a plu néanmoins. Elle a eu un bon contact avec la responsable de maison. Et puis, voilà, encouragée par sa famille, elle a fini par euh, accepter de rentrer dans la maison. Mais toujours très dynamique, très active. Et finalement, peu à peu, elle s'est mise à devenir un peu la kiné de la coloc euh, euh, en, euh, en suggérant de changer de posture pour une auxiliaire lors d'une toilette, en faisant un petit massage à son voisin à table parce qu'elle trouvait que la personne avait l'air toute crispée. Et donc, en fait,
elle s'est pris au jeu de pouvoir aider les autres membres de la coloc, notamment par son métier historique. Elle s'est mise à prendre soin des autres et c'est devenu un peu la kiné officieuse, on va dire, de la maison. Et en fait, c'est comme ça qu'elle a commencé à se sentir très épanouie dans cette maison. C'est-à-dire que non seulement elle n'était pas que aidée au sein de cette maison, parce qu'elle avait quand même, elle recevait quand même pas mal d'aide, mais elle s'est voilà, sentie en vie en étant aussi une aidante, finalement, à la fois des autres colocs, mais aussi des aidants familiaux de la maison qui pouvaient passer, ou des auxiliaires à qui voilà, elle avait toujours un conseil ou un massage, on va dire, à faire. Et cette histoire, en fait, elle nous a beaucoup inspiré parce que Jacqueline, elle s'est sentie bien dans cette maison parce qu'elle a pu être utile, parce qu'elle a pu participer au projet de vie de la maison et elle a pu être utile au-delà de juste voilà, son voisin ou sa voisine dans la maison, mais aussi voilà, presque auprès des pros. Donc ça, c'est une petite histoire et pour nous raconter ces histoires-là, ça donne du vécu. Il est possible, y compris avec la maladie d'Alzheimer, y compris jusqu'à la fin de sa vie, d'avoir une utilité, d'être reconnu pour cette utilité-là. Voilà, je pense à une autre histoire dans un EHPAD, je m'arrêterai avec ces deux histoires, dans un EHPAD où on parle de la rencontre entre une aidante assez stressée dans l'accompagnement de sa maman et une aide-soignante qui font connaissance lorsqu'elle fume une cigarette à la pause pour l'aide-soignante et qui en fait partagent leurs difficultés, l'une auprès de sa maman en tant qu'aidante, l'autre dans son métier. Et en fait, elles se lient d'amitié et finalement, elles partagent leurs pratiques entre aidants professionnels et familiaux et arrivent, voilà, ça leur apporte beaucoup en fait, ça leur apporte une certaine prise de recul et elles, voilà, une forme d'aidance entre pairs ou de coaching entre pairs s'installe de manière amicale et ça voilà, c'est un autre exemple qui encourage le décloisonnement entre les aidants et cette notion de co-responsabilité au sein d'un établissement entre les professionnels et les familles, où chacun a son rôle à jouer, chacun a des choses à dire, chacun apporte un élément un élément de la solution. Et pareil, ça nous a beaucoup touché. On croit beaucoup que le format de l'EHPAD où voilà, l'établissement et la direction de l'établissement portent toute la responsabilité, bah, c'est assez complexe en fait. Et on peut aller plus loin. Là, c'est un exemple informel, mais dans cette notion de co-responsabilité qui se développe déjà dans pas mal d'EHPAD, mais on pense qu'il faut pouvoir l'encourager, le développer. Et c'est pas que dans certaines décisions, mais c'est aussi dans la montée en compétences, en tout cas dans cet exemple-là, où en fait, les uns les autres peuvent monter en compétences ensemble, à davantage se connaître et échanger sur leur situation. Voilà, donc on pense beaucoup que ces histoires, elles ont un pouvoir, elles ont un pouvoir de pouvoir démontrer un petit peu des choses, pardon. Est-ce que c'est des histoires qui sont exceptionnelles ou rares, ou est-ce que, comment je vais m'expliquer? Moi, je pense qu'en fait, les choses, elles sont ni bien ni mal, en fait. Ça dépend du point de vue qu'on a sur les événements, d'accord? Donc, est-ce que ces histoires, pour vous, elles sont rares, ou est-ce que, ou est-ce que ou non, ou alors elles sont très courantes, mais c'est la façon de les voir qui les rend plus ou moins, joyeuses, en fait. Oui, je suis assez d'accord avec vous. En fait, je pense qu'elles sont très courantes. Il y en a plein des histoires comme ça. On en raconte certaines. Des histoires qui paraissent parfois assez banales, mais qui sont occultées par, je pense, la difficulté dans l'accompagnement du grand âge qu'on rencontre. À la fois les difficultés rencontrées par les familles, c'est stressant, ça peut être difficile, il peut y avoir des situations vraiment très complexes. Aussi les difficultés financières aujourd'hui dans les EHPAD, l'appréhension du choc démographique. Et donc c'est vrai que, en fait, je pense que la peur dans ce secteur du grand âge et les difficultés à venir occultent un peu toutes ces nombreuses histoires qui sont nombreuses, positives en tant que telles, mais aussi, je pense, en augmentation. Je pense qu'il y a de plus en plus d'EHPAD qui repensent leur intégration dans la cité, qui se posent la question de comment elles peuvent devenir un lieu intergénérationnel, un tiers-lieu ouvert vers la ville,
Donc, il y a aussi, à la fois, il y a plein d'histoires déjà, des histoires banales déjà existantes, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont en train d'émerger. Et voilà, et donc je pense qu'il faut les raconter pour qu'elles puissent exister. Voilà. Il y en a certaines qui existent déjà, mais le fait de les raconter, ça peut leur donner vie et ça peut aussi faire un effet démultiplicateur. Un autre axe du livre, c'est le changer de paradigme, je dirais paradigme, de la prise en charge vers une société d'un projet de société plutôt. Comment est-ce que vous faites le lien entre les récits en fait et ce paradigme? Alors, de plusieurs manières. Alors, les récits, on les a classés en catégories. Il y a le pouvoir de la rencontre. Il y a le pouvoir de la... Donc ça, c'est l'ensemble des récits. Il y a le pouvoir de la vulnérabilité et le pouvoir de la co-responsabilité. Et donc, en fait, chacune des histoires montre qu'il y a des apports, voilà, au contact de personnes âgées dans le grand âge. Il y a vraiment des bénéfices dans l'absolu, pour les personnes qui les accompagnent, pour les proches, pour les professionnels. Donc déjà, c'est de mettre ces histoires en perspective de ce qu'elles apportent. Il y a une deuxième manière, c'est que, en fait, la troisième partie du livre, donc il y a une intro, il y a les récits que je vous ai racontés, et puis il y a une partie après où on imagine en 2035 à quoi peut ressembler la société si ces récits se sont multipliés. Donc, il y a une petite partie un peu d'utopie, finalement, avec la multiplication de ces récits, mais voilà, dans les établissements, aussi dans le changement de fonctionnement de certaines collectivités, dans les formations. Voilà, donc, on projette un petit peu, et voilà, et on touche du doigt, on décrit un petit peu, donc là, on décrit quelques histoires utopiques imaginées 10 ans plus tard. Et là, on voit la force de ces histoires si elles se multiplient. Et donc, globalement, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que on parle beaucoup de prise en charge. Et c'est vrai que ces dernières années, on a pris en charge, voilà, ces dernières décennies, il y a une vraie prise en charge du grand âge. On a construit des EHPAD en nombre et ça a été assez efficace. On est passé de certains lieux de grands dortoirs ou de mouroirs à des EHPAD où voilà, chacun a sa chambre individuelle ou presque, sa salle de bain. Et donc, on a donné accès avec une prise en charge assez large à un certain niveau de confort, de sécurité matérielle. Et là, il y a un changement de paradigme, on pense qui ait lieu, qui est que, en fait, en acceptant qu'en fait, toutes ces histoires, le contact du grand âge, le contact de la vulnérabilité peut aussi apporter, eh bien, en fait, c'est un projet de société qui est le bien vieillir, qui est beaucoup plus complexe que construire des EHPAD, hein, parce que c'est un changement humain qui doit avoir lieu et comprendre qu'en fait, individuellement, on a à la fois un rôle à jouer et et un bénéfice à avoir. Voilà, donc c'est en partant du micro de ces histoires qu'on arrive à la fois au travers de cette utopie et un peu d'explication de texte au fur et à mesure à illustrer en quoi ça peut changer fondamentalement la manière dont l'accompagnement du grand âge peut s'inscrire dans la société. Justement, si on imagine en 2035 que les récits se sont multipliés, euh, pas tout dévoiler, mais un changement, enfin, en 2035, il y aura quoi de plus positif, par Par exemple, exemple? imagine que la plupart des EHPAD ont un projet de vie ouvert sur la ville, avec un projet de tiers-lieu, un projet de crèche, un projet d'accueil étudiant. Et donc, en fait, voilà, ça, c'est un exemple assez fort. Voilà, il y a déjà pas mal d'initiatives dans ce sens-là, hein, donc, on n'invente rien, mais on imagine qu'effectivement, aujourd'hui, il y a plus d'EHPAD que de bureaux de poste. Si tous les EHPAD ou une majorité d'EHPAD commencent à avoir un rôle d'utilité au sein de la cité est un lieu ressource, non pas que pour les personnes âgées à domicile autour, comme on parle parfois des centres ressources territoriaux, un centre ressource aussi pour la ville, pour l'école, pour les crèches, pour les étudiants, et ben ça peut changer pas mal de choses. Voilà, ça, c'est un des fils qu'on tire, par exemple. Voilà, un autre exemple, c'est euh, tout ce que les histoires personnelles de vulnérabilité peuvent apporter, pas que dans les métiers du prendre soin, mais aussi dans d'autres métiers. Voilà, on pense que reconnaître sa vulnérabilité, ça peut être vraiment un atout dans la vie, une forme de force. Ça paraît un peu antinomique de dire ça comme ça. Je pense qu'on arrive à comprendre ça dans les métiers du soin. Voilà comment une histoire personnelle peut euh,
avoir fait développer son empathie et bien accompagner une personne fragile. Mais on pense aussi que c'est des compétences à développer. Voilà, on parle de cours d'empathie dans les écoles. Ben voilà, c'est comment ces choses-là peuvent aussi devenir des compétences reconnues, encouragées dans les formations non spécialisées sur l'accompagnement. Cette réflexion que vous avez notamment avec ce livre, en quoi ça va changer les activités, les propositions d'Allons-Vie dans les prochaines années? Alors, pas grand-chose finalement, parce qu'en fait, nous, on est, alors, au sein d'Allons-Vie, on aime bien prendre la parole et témoigner, parce qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on est engagé en tant qu'entrepreneur dans le secteur. Ce secteur, il nous intéresse pour ce qu'il nous apporte. Donc, on pense que le témoignage a de la valeur. Donc, ça peut nous faire connaître un peu davantage. Mais c'est surtout, nous, ce qui nous intéresse, à la fin du livre, on invite à une réflexion collective, potentiellement à l'échelle aussi du grand âge, sur quelle peut être la responsabilité et le rôle de chacun, aidant, aider, acteur. Et donc, nous, en tant qu'acteurs, on a envie de prendre notre place. Voilà, notre place en étant à la fois opérateur d'habitat partagé, par exemple, en écrivant ce livre, mais les choses changeront avec bah, l'ensemble des changements de tous les acteurs, hein. Et donc, nous, ce que ça peut changer, c'est, enfin, le changement auquel on aspire, c'est que chacun sur son territoire, en fonction de sa responsabilité, se pose un peu la question, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il fait déjà, et qu'est-ce qu'il peut encourager encore au-delà pour ce projet du bien vieillir. Voilà, donc j'ai une réponse indirecte, mais bah, c'est un peu ça notre souhait, plutôt pour le secteur que pour Alenby. Un point que vous voulez rajouter ou une conclusion à notre échange? Oh, peut-être un mot. C'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur est beaucoup en défensif et en peur, je l'ai un peu déjà dit. Et voilà, nous, on pense que ce secteur, il peut vraiment porter un projet joyeux et il peut être une des clés, une des solutions dans nos défis à venir, les défis sociaux, sociétaux, environnementaux à venir. Voilà, le pouvoir du lien, le pouvoir de la vulnérabilité qu'on découvre au contact du grand âge, ça peut être une vraie force. Et donc, on peut, je pense, être fier de travailler dans le secteur et de tout ce qui se passe dans le secteur. Voilà, c'est peut-être ça le mot de la fin que j'ai envie de dire. Super, merci Clément. Pour découvrir le livre et l'acheter, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Le livre, c'est Bonjour vieillesse oui, Bonjour vieillesse aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup Clément. Merci Frédéric, à bientôt.